Bonjour et merci de nous retrouver en ce dimanche matin. Nouveau lancement, vous l'avez vu, nouveau décor et d'autres surprises en cours d'émission. On ne vous dévoile pas tout. Bienvenue donc pour une demi-heure de direct. Aujourd'hui au programme de cette matinale, Dror Even Sapir qui viendra comme chaque dimanche matin décrypter pour nous l'actualité politique de la semaine. On parlera ensemble de Naftali Bennett, la nouvelle étoile montante qui fait trembler Benyamin Netanyahou. Mais on parlera aussi des tacles, des boutades, des uppercuts envoyés par les uns et les autres des hommes politiques dans cette campagne législative qui met du temps à prendre. En deuxième partie d'émission, nous parlerons peut-être, si Jessie Bodek arrive d'ici là, les aléas du direct et les embouteillages matinaux de Tel Aviv, les 20 Israéliens qui commencent à conquérir le monde, histoire de démarrer la semaine en s'enivrant, ça fait du bien. Mais avant toute chose, on fait un point sur le titre qui ont marqué l'actualité de ce matin et on accueille Elsa Mimoun pour sa première. Elsa, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et on ouvre ce flash avec les législatives israéliennes. Donné grand gagnant des prochaines élections, le parti de Benyamin Netanyahou semble rencontrer quelques difficultés. Crédité au début de la campagne de 45 députés présents au futur Parlement, le parti du Likoud n'obtiendrait plus que 34 sièges lors des prochaines élections. De son côté, Tzipi Livni appelle tous les partis du centre et de gauche à la rejoindre pour former une coalition. Elle doit rencontrer prochainement la chef du parti travailliste, Shelly Yachimovitch. On continue avec le Fatah. Des centaines de milliers de Palestiniens étaient rassemblés vendredi à Gaza. Les partisans de Mahmoud Abbas célébraient l'anniversaire du Fatah. Un rassemblement autorisé pour la première fois dans la bande côtière depuis la prise du pouvoir par le Hamas. De son côté, le président de l'autorité palestinienne s'est exprimé depuis Ramallah. La victoire est proche et nous vous rencontrerons à Gaza dans un proche avenir. Fin de citation. On en vient à l'Égypte et ses propos qui font débat. Les Juifs sont des suceurs de sang. C'est une partie des propos proférés par Mohamed Morsi dans une vidéo datant de 2010. Cette vidéo diffusée par les médias égyptiens est largement reprise dans la presse israélienne ce matin. En voici un extrait. ومسلمين تضيع عليهم الفرص وتضيع عليهم أوقاتهم ولا يأخذون شيئا. هكذا نرى كيف تبدد هذا الحلم الذي كان دائما سرابا وظنه. Et toujours en Égypte, notez que les ministres égyptiens de l'Intérieur et des Finances vont quitter le gouvernement dans le cadre d'un remaniement promis en décembre dernier par le président Morsi. On passe à présent à la Syrie. Le président syrien doit s'exprimer ce matin, silencieux depuis 6 mois. Bachar al-Assad va prononcer un discours sur les derniers développements en Syrie. D'après des sources anonymes, le chef de l'État syrien présentera un plan de cessez-le-feu. Ce plan comprendra également la proposition d'une présence d'observateurs internationaux ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement. Et on termine avec la Centrafrique, 2 nouvelles villes aux mains des rebelles. L'alliance Seleka, qui a commencé une offensive mi-décembre, a conquis 2 nouvelles villes du centre du pays. Je vous rappelle que des négociations doivent avoir lieu mardi prochain. Voilà, c'était le point sur l'actualité. Nathalie, tout de suite, retour sur le plateau de votre matinale. Excellente journée à vous. Merci Elsa, bienvenue à vous dans l'équipe du matin. On est heureux de vous compter parmi cette équipe dynamique et motivée de la matinale. Autre personne, notre chroniqueur dynamique et motivé de cette matinale, Dror Even Sapir, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de nous retrouver ce matin. On parle encore toujours de politique. Nous sommes à 18 jours de des élections législatives et Shimon Peres qui a créé un petit peu la polémique cette semaine avec son entrée dans cette campagne. Il a notamment été accusé par certains ministres du Likoud de s'impliquer trop dans la campagne législative en ayant notamment encouragé Tzipi Livni à lancer une initiative de réconciliation entre le centre et le centre-gauche. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il faut être prudent, parce qu'évidemment, Shimon Peres et l'entourage du président de l'État en Israël a démenti toute implication de Shimon Peres dans les affaires de la campagne électorale. Il faut rappeler, Nathalie, qu'en Israël, le président est au-delà des partis, qu'il ne peut pas avoir de rôle ou d'implication politique partisane, notamment, et à plus forte raison, à l'approche des élections législatives. Mais est-ce que le fait qu'il reçoive, vendredi, il a reçu Tzipi Livni, est-ce que ce fait-là, c'est justement une infiltration dans cette campagne ou pas ?
Non, il est tout à fait normal et acceptable que le président de l'État en Israël reçoive des acteurs centraux de la vie politique israélienne, quel que soit leur bord, quelles que soient leurs affiliations partisanes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après cette rencontre entre Shimon Peres et Tzipi Livni, eh bien, Tzipi Livni a lancé un appel à l'union au centre-gauche en vue de la constitution d'une majorité de blocage contre Binyamin Netanyahou et la droite. Et Tzipi Livni a dirigé son appel vers deux des autres partis qu'on appelle en Israël les partis du centre ou du centre-gauche, le parti travailliste de Shelly Yachimovitch et le parti dirigé par l'ancien, voilà, Shelly Yachimovitch à l'écran, et le parti dirigé par l'ancien journaliste vedette Yair Lapid, qu'on va peut-être voir. Voilà Yair Lapid. Donc, Livni, a lancé un appel à ces deux partenaires concurrents, hein, bien évidemment, parce que c'est en gros le même électorat qui est partagé par ces trois formations, pour la constitution d'un bloc uni qui pourrait mettre en difficulté Binyamin Netanyahou. Alors, on reparlera tout à l'heure de cet affaiblissement du Likoud, puisque finalement l'un entraîne l'autre. Mais quelles sont les chances de cette union, de cette tentative d'unification? Quelles sont les chances de cette initiative pendant les élections? Écoutez, il faut dire qu'elles sont faibles, elles sont très faibles, même à tel point que certains observateurs parlent plutôt d'un coup médiatique de la part de Tzipi Livni que d'un véritable appel à l'union des forces du centre et du centre-gauche. Quoi qu'il en soit, les trois personnes qu'on vient d'évoquer, les trois leaders, Tzipi Livni, Yair Lapid, Shelly Yachimovitch, vont se rencontrer aujourd'hui même et on verra après cette rencontre ce qu'il adviendra. Maintenant, pour les chances de succès, Nathalie, pourquoi elles sont si faibles? Eh bien, pour deux raisons. Parce que, d'après tous les sondages, eh bien, la droite, en tout cas ce qu'on appelle le bloc composé par les partis de droite et les formations religieuses, qui sont les alliés traditionnels de la droite en Israël, eh bien, ce bloc est largement majoritaire. Il est autour de 75, 67, parfois même davantage sièges sur les 120 que compte la Knesset, donc avec une marge nettement supérieure à celle du bloc d'en face, qui est un bloc beaucoup plus hétéroclite, composé par les formations qu'on vient d'évoquer, et par d'autres formations plus à gauche, comme le Meretz, et puis aussi par les partis arabes. Il y a assez peu de choses en commun entre les partis arabes et les partis du centre ou du centre-gauche. Donc la formation d'une majorité de blocage autour de Yachimovitch, Livni, Lapid, ça paraît, à l'heure qu'il est, en tout cas, à un peu plus de 2 semaines des élections, ça paraît un petit peu illusoire. Maintenant, la deuxième raison qui fait que cet appel à l'union des forces du centre-gauche n'a que peu de chances de se concrétiser, en tout cas après les élections, c'est que chacun de ces trois leaders tire dans sa direction. Yair Lapid, en répondant à Tzipi Livni, a dit que oui, une union, mais une union pour rentrer ensemble au gouvernement de Binyamin Netanyahou et pour faire contrepoids à la droite, à l'extrême droite, aux partis religieux. Shelly Yachimovitch a déjà déclaré qu'elle n'y participerait pas. Avant que Tzipi Livni ne lance son appel, la leader travailliste s'est engagée, c'était jeudi, à ne pas siéger dans un gouvernement Likoud-Netanyahou en raison de ce qu'elle a appelé la radicalisation à droite du Likoud et de Avigdor Lieberman, mais aussi en raison de l'affaiblissement du Likoud qui, selon elle en tout cas, lui donne une chance à elle de pouvoir être en mesure de former le prochain gouvernement. Yachimovitch a dit, soit je suis Premier ministre, soit je dirige l'opposition. En aucun cas, je me joins à un gouvernement Netanyahou. On verra si elle reste fidèle à cet engagement dès le 23 janvier. Maintenant, donc, pour ces deux raisons, on voit mal. Yair Lapid, en tout cas, qui lui prône un front commun, mais pour rentrer au gouvernement. Yachimovitch qui dit qu'elle ne veut pas, qu'elle s'engage à ne pas rentrer au gouvernement et ne pas joindre le gouvernement Netanyahou-Lieberman, et puis Tzipi Livni, qui elle est un petit peu entre les deux, qui n'exclut pas de participer au prochain gouvernement Netanyahou. Maintenant, pourquoi Livni donc a lancé cet appel qui n'a que peu de chances de se réaliser, de se concrétiser, l'appel à la constitution d'un bloc commun dès le lendemain des élections? Eh bien tout simplement pour montrer à son électorat qui est très déçu, l'électorat de centre-gauche en Israël, qui est très déçu, très aigri, peut-être même un petit peu dégoûté de cette division, de cette bataille des égaux de ce côté-là de la carte politique. Et donc Livni se présente comme étant celle qui appelle à l'union, au rassemblement. C'est toujours bon à prendre lorsqu'on se bat pour le même électorat. Alors, rassemblement côté centre et centre-gauche, ce qu'on a vu et ce dont on a parlé en préparant cette émission notamment, c'est l'effet domino dont on a l'impression, l'affaiblissement du Likoud, la réunification de ce centre mené par Tzipi Livni. Finalement, quelles sont les conséquences sur cette campagne électorale? Est-ce que finalement, Benyamin Netanyahou est largement mis en danger?
En tout cas, Benyamin Netanyahou a pris les devants et ce matin, il a accordé plusieurs entretiens aux radios israéliennes et aux chaînes de télévision israéliennes. C'était pas rien que le Premier ministre, en pleine campagne, décide de donner plusieurs interviews simultanées aux principaux médias israéliens. Et le message en substance, c'était celui-là. La campagne, a dit le Premier ministre, est relancée avec cette initiative d'union au centre-gauche. La gauche, une nouvelle fois, essaie de me renverser, de me faire tomber. Ça, c'est le message. Maintenant, quand on lit entre les lignes, le véritable message lancé à son électorat, c'est attention, la gauche s'unit, la gauche peut-être être en phase ascendante. C'est un appel à l'électorat de droite pour qu'il revienne au Likoud Beitenu et qu'il abandonne la tentation Bennett, puisque tous les sondages le montrent. La liste commune menée par Benyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman ne cesse de perdre des voix au profit du parti sioniste religieux Habait Yehudi de Naftali Bennett. Benyamin Netanyahou ce matin dit attention, à gauche on se rassemble pour me faire tomber. C'est un appel aux électeurs de droite pour qu'ils reviennent vers le Likoud. Alors Naftali Bennett, justement, on en reparle. Sa liste, notamment, a fait beaucoup parler les médias israéliens cette semaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette personnalité israélienne? Qui il est? Parce que finalement, c'était un homme d'entreprise qui a fait un grand exit dans le high-tech. Reparlez-nous de ce Naftali Bennett qui fait peur à Benyamin Netanyahou. Et Naftali Bennett fait peur à Benyamin Netanyahou, et pas seulement à Benyamin Netanyahou, aux autres responsables du Likoud. Alors qui est Naftali Bennett? Il est assez jeune, il a une quarantaine d'années. C'est un ancien officier des unités d'élite de Tzahal, notamment des prestigieux commandos de l'état-major de Tzahal, Sayeret Hamatkal en hébreu. C'est toujours bon en Israël de se lancer dans la politique avec de tels états de service. Et puis, après son service militaire, il s'est lancé dans la high-tech, dans la haute technologie. Là aussi, c'est l'une des spécialités israéliennes. Et il a constitué une société qui a été revendue pour une petite fortune à une grande société américaine. 150 millions de dollars ou quelque chose dans le genre, je crois. En tout cas, un bel exit. Un bel exit, effectivement, comme on dit, qui a fait la fortune de Naftali Bennett. Ensuite, il s'est lancé en politique aux côtés de qui? Je vous le donne en mille. Aux côtés de Benyamin Netanyahou, lorsque l'actuel Premier ministre dirigeait l'opposition israélienne au gouvernement, vous vous en souvenez, d'Ehud Olmert, et bien Naftali Bennett était l'aide de camp, le secrétaire particulier, le numéro 2 de Benyamin Netanyahou dans la direction de l'opposition israélienne. Les deux hommes se sont brouillés, Nathalie, c'est important, les deux hommes se sont brouillés, on murmure que ce serait à cause de l'épouse de Benyamin Netanyahou, Sarah, qui on a beaucoup entendu que Sarah avait de l'influence, notamment au niveau du cercle qui entoure Benyamin Netanyahou, mais à ce niveau-là, ça avait fait aussi grand bruit dans les médias israéliens. On sait que Sarah Netanyahou ne porte guère dans son cœur Naftali Bennett, donc les deux hommes se seraient brouillés. Ce sont donc la coopération politique entre Netanyahou et Bennett n'a pas fait long feu. Bennett ensuite donc a décidé de se lancer dans la politique parlementaire cette fois, en rentrant dans un petit parti, le Mafdal. Le Mafdal, c'est le parti national religieux qui s'appelle aujourd'hui Habait Yehudi, la maison juive, le foyer juif. C'était un parti moribond qui n'avait que 3 sièges sur les 120 que compte la Knesset, un parti en perte de vitesse. Le parti sioniste religieux, pour aller vite, c'est le parti qui prétend en tout cas représenter ce qu'on appelle en Israël les kippot srugot, c'est-à-dire, vous savez, pour les hommes, ceux qui portent des kippot tricotés, qui sont des pratiquants, qui observent les préceptes de la religion juive, mais qui sont, contrairement aux ultra-orthodoxes, tout à fait intégrés au monde de l'économie israélienne, au monde universitaire israélien, à toutes les strates de la société. Eh bien, Naftali Bennett a donné un coup de jeune à ce parti, encore une fois moribond, poussiéreux. Il l'a redynamisé, il a fait rentrer beaucoup de jeunes. Il avait l'habitude de dire qu'il ne connaissait aucune personne de moins de 40 ans qui votait pour le Habait Yehudi. Et puis le succès a peut-être dépassé même ses propres espérances. En tout cas, si l'on en croit les sondages qui lui donnent entre 12, 13, 14, 15, il y a même des sondages qui vont jusqu'à 17, 18 mandats pour Habait Yehudi, le parti de Naftali Bennett. Aux dépens de qui? Aux dépens principalement de l'autre grand frère à droite, le Likoud ou la liste commune Likoud Beitenu. Maintenant, sur la liste de Naftali Bennett, quelque chose de très important. Naftali Bennett est quelqu'un donc de rompu aux techniques modernes de communication, et il a été à bonne école puisqu'il a travaillé avec Benyamin Netanyahou. Ça se joue contre Benyamin Netanyahou lui-même maintenant.
qui lui met en avant, qui on entend dans les médias, eh bien Naftali Bennett lui-même, une certaine Ayelet Shaked. Alors on dit beaucoup que Naftali Bennett a fait rentrer des non-religieux et des femmes dans un parti qui est en général lui religieux et plutôt masculin. En fait, il a fait rentrer une femme qui est non-religieuse. Il y a aussi d'autres femmes sur la liste, mais dans des positions moins élevées. Elle s'appelle Ayelet Shaked, elle est jeune. Elle a également travaillé avec Naftali Bennett il y a quelques mois en constituant un groupe extra-parlementaire de droite qui s'appelle Israël Shelly, Mon Israël. Ayelet Shaked donc, est jeune, elle habite à Tel Aviv, elle est laïque, elle n'est pas religieuse. Elle est très mignonne, elle est très jolie, ça peut toujours aider en campagne électorale. Et c'est elle qu'on voit dans les émissions de télévision, c'est elle qu'on entend dans les émissions de radio, alors qu'il y a d'autres personnes sur la liste du parti présenté par Naftali Bennett. Est-ce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Exactement, puisque vous avez, en fait, le parti de Bennett a fait alliance avec un petit parti encore plus à droite qui s'appelle Tkouma, qui faisait partie d'un groupe parlementaire qu'on appelait Ikhul Leumi, l'unité nationale. C'est un peu compliqué, mais c'est un parti très radical, notamment sur les questions de politique extérieure et aussi sur les questions religieuses. Vous avez notamment un rabbin qui s'appelle le rabbin Eli Ben Dahan, qui a des positions très dures, notamment sur la place de la femme dans la société moderne. D'autres candidats sur la liste présentée par Naftali Bennett, notamment Orit Strouk, une militante de ce qu'on appelle la Yeshuva Yehudi Bechevron, la communauté juive de Hébron, qui est considérée comme radicale par certains comme extrémiste, eh bien, elle est en bonne place sur la liste. Ces gens-là, c'est parce qu'en réalité, Naftali Bennett a réussi à rendre glamour l'image de Habayit Yehoudi, mais dans la charte et dans les principes, ça reste tout de même assez, largement politiquement engagé, en tout cas religieusement engagé. Dans la charte et dans les principes, c'est un parti assez pluriel, parce que vous avez des modérés comme Ayelet Shaked, en tout cas sur les questions de société, comme Ayelet Shaked, comme Uri Orbach, et vous avez des gens beaucoup plus durs, qui sont en fait issus de ce qu'on appelle en Israël le milieu Chardal. Chardal, ça veut dire Haredim, c'est des initiales, Haredim, Datiim, Neumim, c'est-à-dire un milieu qui est à mi-chemin entre le milieu sioniste religieux dont on parle et dont le Habayit Yehoudi se veut le représentant, et le milieu ultra-orthodoxe, donc, qui est plus dur sur les questions de religion et de société. Il y a un peu de tout, simplement c'est intéressant. Naftali Bennett met en avant Ayelet Shaked, il se met en avant lui-même, et les éléments les plus radicaux de sa liste, eh bien, on ne les entend pas ou peu. Alors ceux qui sont mis en avant, justement, les slogans de cette campagne politique, c'est ce dont on va également parler ce matin. Les slogans de cette campagne, le slogan notamment de Benyamin Netanyahou, on se souvient du slogan du Likoud à l'époque. C'était uniquement le Likoud est capable de faire les changements que le peuple attend. Et bien aujourd'hui, Benyamin Netanyahou doit se réadapter et puis partager, puisqu'il est maintenant avec Israël Beitenu. Voilà, ce slogan a Koach Lehanhig, c'est-à-dire la force de diriger. Là, il est écrit Bidou Kalzan Achum Edabrim. Nous parlons exactement de ça. Je ne vois pas toute la fiche, mais ça doit être un petit peu plus parlant. Mais le principal slogan de cette campagne, c'est un Premier ministre fort pour un peuple ou pour une nation forte. L'idée de la force, c'est-à-dire en fait le message qui est transmis aux électeurs, c'est qu'il faut encore renforcer un Premier ministre qui est déjà fort. Donc tout se joue sur la personnalité de Benyamin Netanyahou. Sur la personnalité de Benyamin Netanyahou, sur la fermeté affichée par Benyamin Netanyahou, notamment vis-à-vis de la communauté internationale. C'est pas un hasard si avant même que la campagne ne soit lancée officiellement, Benyamin Netanyahou et le gouvernement multipliaient les annonces sur les constructions dans les territoires, en dépit des critiques de la communauté internationale, tout simplement pour montrer qu'en dépit de ces critiques, Benyamin Netanyahou tenait à sa politique de construction, qu'il était ferme, qu'il était fort contre la communauté internationale qui allait dans un autre sens, qui ne se pliait pas aux exigences, aux dictats des États-Unis, de Barack Obama ou de l'Union européenne. C'est le message, et le message, c'est évidemment, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, éviter que l'électorat de droite ne se disperse et n'aille voir ailleurs, et ailleurs, c'est avant tout Naftali Bennett. Et ailleurs, c'est également Shelly Yachimovitch et la gauche. On voit tout de suite le slogan du parti travailliste, Bibi Tov la Hashirim, Bibi est bon pour les riches, Shelly Tova Bishvili, Shelly Yachimovitch est bonne pour moi. Alors, ce qui est intéressant dans ce slogan, c'est, vous voyez, Bibi Tov la Hashirim, Bibi est bon pour les riches. On voit des manifestants qui brandissent cette pancarte. La référence, elle est très claire. La référence, elle est à la contestation sociale, à la révolte des tentes de l'été 2011. Vous savez que sur la liste du Parti travailliste de Shelly
Naftali Yerimovic. Ce matin, on a du mal avec les noms. Tous se ressemblent et tous sont difficiles à vous avez de nombreux représentants, les leaders de la contestation sociale de l'été 2011 se retrouvent sur la liste présentée par le parti travailliste. Le slogan est un petit peu simple, voire simpliste. Bibi est bon pour les riches, il favorise une politique économique très libérale qui profite aux plus aisés. Sheli Yerimovic, l'utilisation du prénom, c'est intéressant. Donc pour créer une espèce de proximité, de familiarité avec l'électorat, est bonne pour vous, pour chacun d'entre nous. Prochain slogan, Atnoua de Tzipi Livni, Atikva tenatser et apachad. L'espoir le remportera sur la peur. Parce que finalement, c'est cette vague sur laquelle est Tzipi Livni. S'opposer à Benyamin Netanyahou qui veut absolument apeurer, effrayer les populations avec la perspective sécuritaire et de défense, et parler plus de la paix, du rassemblement, de réconciliation possible avec les Palestiniens. Oui, effectivement, c'est un message d'espoir que Tzipi Livni essaie en tout cas de faire porter. C'est un petit peu périlleux parce qu'il y a finalement assez peu de gens, il y a une partie très minime de l'électorat en Israël qui croit encore qu'en tout cas dans les années à venir on puisse parvenir à un véritable accord de paix et à la fin du conflit avec les Palestiniens. Il y a d'autres slogans qui sont là vraiment très simples, voire simplistes, on en parlait tout à l'heure, à savoir de mémoire, je les cite parce qu'on les voit un petit peu partout. Alors ça c'est Abayit Yehudi, mais j'aimerais finir avec Tzipi Livni avant qu'on parle de Abayit Yehudi, Naftali Bennett. Il y avait un slogan, on voyait tout simplement Netanyahou Lieberman Asson, Netanyahou Lieberman catastrophe, Tzipi Livni, Shalom, Tzipi Livni, la paix. C'est très simple, c'est très basique. Est-ce que ça marche auprès de l'électorat ? On le verra dans un peu plus de 2 semaines. Vous nous ferez nos pronostics également quelques jours avant les élections. Prochain slogan, on le regarde avant de passer à un autre sujet. Abayit Yehudi, donc, le parti dirigé par Naftali Bennett. Mashou Hadash Matril, quelque chose de nouveau commence. C'est exactement ce dont on vient de parler, Nathalie, concernant Naftali Bennett et Abayit Yehudi. Cette image de renouveau, le parti national religieux, le vieux parti national religieux qui est dépoussiéré, à qui Naftali Bennett a donné un coup de jeune. Quelque chose de nouveau commence. C'est effectivement un slogan là qui un peu tape dans le mille parce qu'effectivement, d'après les sondages, ça réussit. Et ça réussit d'autant plus qu'une large partie de l'électorat jeune, de l'électorat qui vote pour la première fois, est séduite par ce discours de Naftali Bennett et aussi séduite par le discours de Yair Lapid, dans une moindre mesure par le discours de Yair Lapid, on regarde son slogan. Le slogan de son parti Yesh Atid, il y a un avenir. Banou les chanotes, nous sommes venus changer cette société donc que Yair Lapid a l'intention de rejuvéniser, si on peut. Oui, là aussi un discours qui mise donc sur le changement. Ce qui est intéressant, c'est l'emploi du pluriel. Nous sommes venus. Je suis venu parce qu'il a été reproché à Yair Lapid de tirer la couverture à lui et d'être un petit peu trop égocentré, si vous voulez, et d'avoir créé un parti à son image. Alors qu'il n'avait absolument aucune expérience politique, en rassemblant des nouveaux venus et des novices en politique. Et bien là, l'emploi du pluriel montre que Lapid joue sur le collectif et nous sommes venus changer. Il faut savoir que Lapid se concentre sur les questions sociales, mais plutôt sur les questions civiles, sur les questions qui sont liées, par exemple, à l'exemption de masse dont bénéficient les jeunes ultra-orthodoxes qui ne servent pas dans l'armée, qui peuvent ne pas servir dans l'armée. C'est ce genre de questions qui sont mises en avant par Yair Lapid et son parti. Dernier slogan que nous avions envie d'analyser ce matin, le slogan du parti Meretz, la gauche, l'extrême gauche israélienne, Akol Shelcha Batuach Neged Bibi, votre voix est certaine d'être contre Benyamin Netanyahou si vous votez pour le parti Meretz. Ok, bon, le parti Meretz, c'est pas vraiment un parti d'extrême gauche, plutôt de gauche ou de gauche radicale. Vous savez que Sheli Yerimovic, la présidente du parti travailliste, refuse ce qualificatif de gauche. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce slogan peut être un petit peu dépassé par l'engagement de Sheli Yerimovic à ne pas siéger au gouvernement Netanyahou, alors que Meretz avait basé cette campagne là-dessus seulement en se dirigeant vers l'électorat de gauche, seulement en votant pour le Meretz, vous êtes sûr d'avoir des députés qui ne rejoindront pas le gouvernement Netanyahou. C'est un slogan qui est peut-être plus d'actualité depuis ce que Sheli Yerimovic a déclaré jeudi, mais je me dépêche parce qu'on est pressé. Dror, on est pressé. Merci à vous d'être venu ce matin nous décrypter l'actualité politique de cette semaine. Vous serez avec nous demain. Demain ou la semaine prochaine. Il le faut demain, je vais vous expliquer pourquoi. Le sommelier qui était censé venir nous parler aujourd'hui est bloqué dans les bouchons, les aléas du direct, dont la matinale est victime donc aujourd'hui. Pour un sommelier, être bloqué dans les bouchons, c'est peut-être naturel.
Exactement, de la bonne humeur demain, on en parlera, c'est promis, avec des dégustations, plein de vin, plein on va vous enivrer demain, restez avec nous. C'est donc sur ces points qu'on termine cette édition. Merci à ceux qui l'ont préparée, ceux qui ont permis de la réaliser, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain, lundi, la chaîne est la même, l'heure a changé, demain c'est à 7h30 heure française, 8h30 heure israélienne que nous nous retrouverons. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et d'ici demain, portez-vous bien.